L'été dernier, moi et trois autres amis, deux filles et un gars, nous sommes ennuyés de rester assis à nous défoncer et nous avons décidé d'aller faire une randonnée. Je lui ai dit que je connaissais un endroit dans la campagne où la rivière rencontre un ruisseau. On peut le traverser et il y a un sentier de randonnée qui mène à la montagne et à un petit étang. Nous passons par la station-service sur notre chemin et nous achetons des cigarettes et quelques snacks et boissons pour la randonnée. Pas de problème. Les vibrations sont constantes et douces pendant le trajet. Lorsque nous nous arrêtons, deux femmes marchent près de l'entrée du sentier. Elles ont l'air extrêmement nerveuses, mais nous n'y prêtons pas attention parce que nous sommes défoncés. J'allume une cigarette et l'une des filles y m'en demande une. J'ai décidé de lui en donner une et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle avait les ongles les plus longs et les plus sales que j'ai jamais vus. Je n'y ai pas vraiment prêté attention et j'ai juste pensé qu'elles étaient à la dérive ou hippies ou autres. Nous partons sur le sentier et tout se passe bien. À environ 15 minutes de l'étang, nous apercevons trois hommes sur le bord du sentier, debout et regardant un trou dans le sol. On peut dire que c'est un trou d'où nous sommes, probablement à 50 ou 100 pieds de distance, juste debout et regardant fixement. Ils savent que nous sommes là parce que nous faisons du bruit, nous rions, etc. Nous avons tous vu et pensé que c'était effrayant comme l'enfer, mais nous avons continué à marcher. Nous arrivons à l'étang et nous nous asseyons pour fumer dans un blunt. Pendant que nous fumons, mon ami marche près de nous, mais aussi près de l'étang. Il scrute la rive à la recherche d'objets intéressants. Il trouve une hachette propre, presque trop propre, presque à 90%. Enterré dans la berge à côté, à environ 1,5 de distance, il y a un bidon d'acétone vide et un sac Ziploc rempli de sang jusqu'en haut. Mon ami jouait à la crosse avec moi et ne s'effraie pas facilement. Mais comme vous pouvez l'imaginer, n'importe qui serait surpris à ce stade. Il est venu sans rien dire au début et s'est assis. Une fois que nous avons fini de fumer, il nous dit « Hé les gars, venez voir ça ». Il nous montre la hachette, l'acétone et la poche de sang. Les filles se détournent et deviennent vraiment effrayées. L'une d'entre elles a même vomi. J'enlève ma chemise et je m'en sers pour ramasser la hachette au cas où elle serait l'arme du crime, avec des empreintes digitales, etc. Mais elle est complètement propre. Je suppose que c'est à cela que servait l'acétone. Mon pote n'a pas remarqué, mais sur la poche de sang, il y avait le numéro 19 écrit au Sharpie. J'ai eu peur et j'ai suggéré qu'on le laisse tranquille et qu'on s'en aille en général. Sur le chemin du retour, je vois l'un des hommes que nous avons vu plutôt sortir des broussailles à quelques mètres sur le côté du sentier. Il a l'air affolé cette fois-ci et transpire beaucoup. Je lui demande ce qu'il se passe. J'essaie d'avoir l'air non hostile. Il me demande ce que nous faisons ici et je lui réponds que nous sommes juste venus faire une randonnée dans la fumée. Je lui ai posé la même question et il m'a dit qu'il avait perdu ses clés hier soir lors d'une randonnée et qu'il était revenu les chercher. Je sais que c'est le gars que nous avons vu plus tôt à cause de la veste qu'il portait. C'est le même gars, 100% des deux autres gars manquaient à l'appel. Il regarde l'une des filles, celle qui est tombée malade, et lui demande ce qui ne va pas et s'il peut faire quelque chose pour l'aider. Mon ami lui dit d'aller se faire voir et que nous ne voulons pas d'ennui. Le type est d'accord. Après nous avoir regardé de haut en bas plusieurs fois, il commence à marcher derrière nous en faisant semblant de regarder le sol, mais je peux voir qu'il nous regarde du coin de l'œil. Nous nous disons alors que c'est foutu et nous partons sur le sentier. Il ne nous suit pas, alors je me suis dit qu'il avait juste la tête dans les nuages, qu'il était flippant ou je ne sais quoi. Nous sommes à environ 20 pieds du début du sentier quand je vois les deux autres gars assis près de notre voiture et regardant à l'intérieur. Je dis aux filles d'attendre près d'un banc et moi et mon pote nous approchons d'eux et leur demandons ce qui se passe. Ils nous regardent tous les deux avec les yeux les plus mauvais que j'ai jamais vus. Le plus petit des deux gars commence à s'approcher de mon pote en souriant et lui demande s'il aimerait voir ses deux petites amies se faire tabasser par de vrais hommes. Dès qu'il a fini sa phrase, je l'ai frappé à la mâchoire alors qu'il ne me regardait même pas et ne me parlait pas. Mais j'ai eu l'impression que le gars qui était encore contre la voiture commençait à chercher quelque chose dans sa poche quand mon pote lui a enlevé les pieds et l'a plaqué au sol. C'est à peu près au même moment que j'ai entendu les filles crier. Je me retourne et je constate que l'énergumène à la veste se trouve à 1,50 m du banc. Il déverrouille la voiture, court vers nous et monte à bord. Le plus petit est toujours au sol et l'autre se fait défoncer par mon pote. Le mec avec la veste s'approche de moi et me frappe. Je suis un peu secoué, mais je l'ai plaqué et j'ai commencé à le frapper. Mon pote s'approche et lui donne un coup de pied assez fort aussi. Je suis presque sûr qu'il a cassé quelque chose dans le visage du mec quand il l'a frappé parce que la tête du mec s'est inclinée sur le côté et ses yeux se sont fermés. On s'est levé et on est parti. On n'en a pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. 3 jours plus tard, l'une des filles m'appelle pour me dire que 2 enfants de l'école primaire locale avaient disparu le même jour que ce qui s'est passé. Ils vivaient dans un rayon de 2 à 5 miles de ce lieu de randonnée. Nous étions toutes d'accord pour dire que si nous allions à la police, quelque chose se retournerait contre nous. Je ne sais pas si cela vous donne la chair de poule ou si c'est juste l'histoire d'un héros. Mais j'ai eu peur.
Si je n'avais pas frappé le premier gars et que le gars avait atteint les filles, qui sait ce qui se serait passé? Il y a quelques mois, ma copine et moi nous ennuyions à la maison et nous avons spontanément décidé d'aller faire une randonnée. Même s'il ne restait qu'une heure de lumière, nous nous sommes dit que nous avions assez de temps pour faire une randonnée avant qu'il ne fasse trop sombre. Nous avons rapidement rempli nos bouteilles d'eau et mis nos meilleures chaussures de marche et nous sommes partis en direction des montagnes. Dans ma région, il existe de nombreux sentiers de randonnée dont la variété augmente au fur et à mesure que l'on s'élève dans les montagnes. Nous avons tendance à rester au pied des montagnes dans le cas occasionnel où nous ferions de la randonnée là où la plupart des gens marcheraient encore, mais nous voulions changer les choses et progresser plus haut sur la route de montagne jusqu'à un sentier qu'un de mes amis avait mentionné auparavant. Nous avons gardé à l'esprit l'heure et nous nous sommes dit que nous pourrions marcher un peu et simplement profiter de ce nouvel environnement pour nous et finir avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes arrivés au début du sentier et nous avons vu qu'il n'y avait plus de voitures le long de la route où commence le sentier. Mais nous n'y avons pas prêté attention en raison de l'heure. Il nous restait encore 45 minutes avant la tombée de la nuit, alors nous avons continué. Nous commençons par descendre une colline assez raide, puis nous récupérons l'élévation en bas avec une colline tout aussi raide qu'il faut monter. Nous atteignons le sommet et tout se passe bien à partir de là. Nous apercevons un coyote solitaire à l'écart du sentier et quelques lapins, et je plaisante en disant que ces lapins devraient être prudents avec ce coyote qui rôde. Elle m'a gentiment frappé pour cela. Après environ un peu moins d'un mile sur le sentier, nous avons vu un gros arbre tomber. Nous avons traversé un pont au-dessus d'un lit de rivière asséché et avons décidé de nous reposer, de grimper dessus et de prendre des photos. Nous sommes restés là pendant environ 10 minutes, puis nous avons repris la randonnée. Nous continuons sur le sentier pendant une courte distance jusqu'à ce qu'elle entende un bruissement dans les arbres derrière nous. Nous nous arrêtons, légèrement effrayés par la taille présumée de ce qui a fait ce bruissement, mais nous continuons brièvement avant qu'elle ne décide qu'elle a fini et que nous devons rentrer. C'est le crépuscule, alors je suis d'accord avec elle et nous faisons demi-tour pour retourner au Cardinal. Lorsque nous sommes revenus à l'arbre tombé, ma chaussure s'était détachée. J'ai donc utilisé le tronc pour réparer mes lacets défaits et regarder derrière nous pour la première fois depuis le début de la randonnée. Ce n'est pas mon genre, mais je m'amusais, alors pourquoi être paranoïaque? Je vois une personne entièrement vêtue de noir, avec sa capuche, qui se trouve à une bonne distance derrière nous et qui marche à un rythme lent et régulier. Ce n'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit habillée en noir avec une capuche? Je porte du noir la plupart du temps et il fait froid. Je ne devrais pas faire de suppositions. Cela m'incite cependant à être plus vigilant et j'informe ma petite amie de la présence de cette personne. C'est maintenant le crépuscule et nous continuons à avancer à un rythme intentionnellement plus rapide. Nous traversons une section sinueuse du sentier et je perds de vue la personne lorsque nous faisons demi-tour. Dans le dernier virage de cette section, je me dis qu'elle est loin derrière nous et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Peu de temps après, la personne est de nouveau derrière nous, mais beaucoup plus près, probablement à 15 mètres par rapport aux 30 mètres précédents, et nous avions augmenté notre vitesse, ce qui nous a inquiétés. Nous avons marché rapidement dans d'autres virages et dès que nous les avons contournés, nous les avons réservés. Cela semblait être une réaction naturelle de notre part à tous les deux, car nous nous sommes mis à courir sans dire un seul mot pour l'initier. Nous approchons du début du sentier et n'avons plus que les collines à affronter. Nous reprenons notre souffle un instant et je me retourne à nouveau. Je vois la personne qui semble arrêter son sprint en remarquant que je regarde en arrière, comme si elle essayait de maintenir l'illusion d'une simple marche. C'est à ce moment-là que je crie « Allez-y !» et nous descendons la colline en sprintant. Le peu de lumière qui restait peine à se frayer un chemin à travers les arbres denses qui nous entouraient et la colline escarpée s'avérait difficile à dévaler sans que l'on puisse voir un chemin clair. Nous avons tous les deux trébuché en bas de la colline, manquant de tomber à plusieurs reprises et heurtant nos pieds contre les rochers et les broussailles. Mais nous ne sommes pas tombés et nous n'avons pas regardé derrière nous. Nous arrivons en bas, mais nous devons continuer à monter la première colline et nous aurons alors réussi à nous en sortir. Nous persévérons dans la montée et regagnons notre voiture. Je respire brièvement de soulagement en démarrant ma voiture, le cœur battant la chamade et l'adrénaline s'emballant alors que je fais marche arrière pour rejoindre la route. La personne émerge au départ du sentier, apparemment en train de respirer bruyamment. Nous l'apercevons enfin. Sa capuche est tombée, laissant apparaître son teint pâle et ses yeux éteints, éclairés par une seule lanterne. Au début du sentier, il tenait quelque chose dans sa main, mais il faisait trop sombre pour voir et je n'avais pas envie de m'attarder pour distinguer l'objet. J'ai enclenché la marche avant et j'ai accéléré aussi vite que ma voiture pouvait le faire, le laissant derrière lui dans la poussière, sur le bas-côté vide de la route.
Ma belle-mère ne nous aimait pas beaucoup pendant notre enfance, mais elle nous a raconté cette expérience à ma sœur, de 3 ans mon aînée, et à moi, pour nous faire peur et nous empêcher d'être stupides. C'était l'histoire du danger de l'étranger dans ma famille. Ma belle-mère, que nous appellerons Macy, a grandi comme une sorte d'adolescente privilégiée dans les années 70, car sa mère avait fait venir sa famille d'Angleterre aux États-Unis. À l'âge de 9 ans environ, elle est allée dans un lycée assez bien situé, dans une ville très agréable. Là, elle s'est liée d'amitié avec une fille, Lily, qui n'était pas vraiment du genre à fréquenter Macy's. Elle était populaire, stéréotypée, etc. Populaire, stéréotypée, etc. Elles se sont bien entendues et Lily emmenait Macy faire ce qu'elle voulait, comme de la randonnée, de la pêche, de la voile, etc. Il y a même une série de photos hilarantes d'elle en train de camper. Ma belle-mère a des yeux de raton laveur et on dirait qu'elle déteste tout. Quoi qu'il en soit, grâce à l'influence de Lily, ils faisaient souvent ce genre de choses tous les deux. Un dimanche, elles ont décidé d'aller faire de la randonnée dans des collines situées à 1 heure de route. Macy a mis ce qui devait être des chaussures de randonnée extrêmement chères et elles sont parties toutes les deux en voiture vers les sentiers de randonnée. Lily s'est garée dans une grande clairière avec des places de parking improvisées, vous savez, comme un morceau de bois marquant la tête d'une place. Mais il n'y avait pas d'autres voitures. Ce n'est important qu'à posteriori, ils commencèrent à monter la colline en s'éloignant du sentier, car Lily se prenait pour une dure à cuire. La randonnée n'avait rien d'extraordinaire. Si vous demandiez à ma belle-mère, elle se lamenterait pendant 15 minutes sur le fait que c'était collant et qu'il y avait beaucoup d'insectes. Quoi qu'il en soit, ils ont atteint le sommet de la colline et ma belle-mère avait terminé. Son côté poli et choyé ressortait et elle gémissait jusqu'à ce que Lily dise, à contre-cœur, « D'accord ». Elle se reposait, puis redescendait, plus lentement cette fois. Ils descendirent la colline depuis une dizaine de minutes lorsque Macy recommença à râler. Billy a accepté de marcher sur le bord de la route plutôt que sur le sentier de randonnée. Ils étaient donc là, probablement en train de regarder 2 outils équipés pour la randonnée et marchant sur une route pourrie. Et après même pas 5 minutes, un camion s'est arrêté à côté d'eux. Il était rouge et rouillé et avait l'air d'une épave. Le conducteur a baissé la vitre et les filles ont regardé par le côté passager. Il portait une grande barbe, une casquette de baseball et de très longs cheveux bruns. Il les a salués et leur a même souri à travers sa barbe, leur demandant si elles avaient besoin d'un chauffeur. Macy l'a décrit comme étant charmant et même mignon. Lily dit encore qu'au moment où il les a salués, elle a eu un haut-le-cœur. Malgré son bon sens, ma belle-mère l'a convaincue de monter dans le camion. Il ne devait y avoir que 10 minutes de route jusqu'au parking. Les 2 filles ont ouvert la porte côté passager de cette vieille chose rouillée et le type les a dirigées derrière le siège pour qu'elles montent à l'arrière. Elles se sont installées et le camion a commencé à avancer en grondant. Lily dit toujours que c'était le but. Cela l'a frappé. Quelle erreur ils venèrent de commettre. La banquette arrière était assez propre, mais il y avait une corde sur le sol derrière le siège du conducteur et 4 boîtes de saran wrap qui pendaient à moitié sous le côté passager. Cela semblait effrayant et bizarre, mais Lily ne voulait pas effrayer ma belle-mère, alors elle s'est contentée de se taire. Au bout d'une dizaine de minutes, les bois ne semblaient pas plus clairs et il n'avait pas vu d'autres voitures pendant tout ce temps. Lily lui a demandé combien de temps il pensait mettre et il lui a répondu qu'il prenait un autre chemin pour descendre la colline et qu'il devait d'abord s'arrêter quelque part pour prendre quelque chose. C'est ainsi que les choses se sont passées. Les filles avaient 16 et 17 ans et Lily n'a pas voulu insister. Elle avait peur et elle se souvient de ses cheveux parce qu'elle était assise derrière lui. Il avait l'air d'un gars de la forêt, mais ses cheveux étaient super emmêlés et sales. Elle a remarqué des croûtes de boue sur son col et a essayé de trouver quelque chose d'identifiable chez lui. Mais elle a eu peur. Plus elle avançait, plus elle relevait de petits détails. Il était jeune, avait l'air costaud et mesurait un pied de plus qu'eux. Ils n'ont donc pas posé d'autres questions, il n'a pas donné d'informations et ils ont continué à rouler. Quelques minutes plus tard, ils atteignirent une minuscule cabane ou un chalet en rondin. Juste là, dans la clairière des arbres, il y avait une vieille souche où quelqu'un avait coupé du bois et une énorme hache plantée dans le tronc. Lily était en état d'alerte rouge. Le type a arrêté le camion et en est sorti en disant « Je reviens tout de suite, ne sortez pas ». Et il a disparu dans la maison. Lily a essayé d'expliquer à ma belle-mère qu'elle était très mal à l'aise, mais elle l'a ignoré. Lily a commencé à supplier, à paniquer de plus en plus et a fini par mettre les pieds dans le plat, en exigeant. Macy est sortie du camion avec elle, elles sont sorties et ont fait le tour de l'avant du véhicule. La maison se trouvait à une 50aine de mètres devant elle. Je ne comprends pas pourquoi ce type a laissé 2 jeunes filles seules dans le camion alors qu'il entrait dans la maison. Et elles se sont promenées en regardant la maison avec hésitation. Si ce type était vraiment honnête et qu'il essayait simplement de les emmener en voiture, il serait très impoli de s'enfuir, n'est-ce pas ? Ma belle-mère a reçu une éducation très stricte en matière de savoir-vivre et de personnalité publique, et elle a considéré qu'il s'agissait d'un problème de cette nature.
Elle a donc commencé à retourner au camion, ouvrant la porte avant pour s'installer derrière le siège du conducteur. Lily était furieuse et l'a suivie pour hurler encore plus fort. Sur le plancher côté conducteur, à moitié caché sous le siège, il y avait une grosse hachette. La lame était couverte de taches rouges et brunes séchées et collées au sol. Millie a perdu les pédales, ce qui est compréhensible, et ma belle-mère a commencé à devenir hystérique en voyant ce qui se passait. Elles ont décidé que partir était de loin leur meilleure option à ce moment-là et ont tout simplement quitté la propriété pour se réfugier dans les arbres. Ils ont tâtonné dans les arbres pendant un petit moment jusqu'à ce que Lily ait la certitude qu'ils étaient sur le point de redescendre la colline. Ma belle-mère a pleuré pendant tout le trajet. Lily se sentait mal à l'aise, mais elle était aussi complètement paniquée à l'idée qu'ils l'entendent et elle essayait de la calmer. Lorsqu'elles sont enfin arrivées en bas et qu'elles ont vu la vieille clôture en bois qui entourait le parking d'origine, elles étaient soulagées. Mais en se rapprochant, ils l'ont vu, le camion. Il était garé de l'autre côté du terrain de gravier improvisé, juste là, tourné vers l'autre côté, innocemment. Ils ne pouvaient pas voir s'il y avait quelqu'un dedans. Et bien sûr, Macy voulait courir vers la voiture, mais Lily était très hésitante. Elle a réussi à calmer ma belle-mère en lui disant qu'elle voulait attendre avant de courir à l'extérieur pour voir ce qu'il y avait dehors. N'oubliez pas que nous sommes dans les années 70. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de poste de garde forestier, ni personne aux alentours. Le parking était grand et ouvert, et qui sait ce qui se serait passé si elles avaient décidé de le traverser. Heureusement, Lily a convaincu ma belle-mère de se calmer et elles se sont toutes les deux réfugiées contre un gros arbre caché par des buissons et d'autres arbres et ont attendu pendant ce qui a semblé être 2 heures. Lorsque la nuit a commencé à tomber, tous les animaux ont commencé à sortir et à faire du bruit et ma belle-mère, comme on pouvait s'y attendre, a commencé à s'énerver et à déranger Lily qui était fatiguée et à 2 doigts de céder. Elle était en train de planifier leur course vers la voiture lorsqu'elles ont entendu un bruit sourd sur le terrain éclairé par la lumière du crépuscule. Elles regardèrent l'une des portières arrière de la voiture s'ouvrir et le barbu se glisser hors de la banquette arrière. Il sortit, ferma la portière, regarda les bois environnants pendant quelques instants, puis retourna à son camion. Après l'avoir regardé s'éloigner, ils ont sprinté jusqu'à leur voiture aussi vite qu'ils le pouvaient, ont sauté dedans et sont partis avant même qu'ils n'aient fermé les portes.